Donc dans cette deuxième moitié de matinée, on est plus sur un volet académique, on va dire ça comme ça, avec une première partie qui est de l'académique en interne à Calico, et puis une deuxième partie sur laquelle on va un petit peu plus discuter et profiter d'une vision un peu externe sur notre projet. La partie en interne, c'est de vraie Universiteit Brussel en wij onthalen daarvoor Anne-Sophie en Thomas. Anne-Sophie Smetkoor is een postdoctoraal medewerker binnen de onderzoeksgroep Belgian Aging Studies van de Vrije Universiteit Brussel. Zij behaalde haar doctoraat met als thema de woonsituatie van ouderen in Vlaanderen en Brussel. Zij is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten rond wonen bij ouderen. Voor de VUB is Anne-Sophie verantwoordelijk van de partnership met Calico. Thomas, il travaille à la VUB, mais il est francophone, donc je vais bien te présenter en français. Thomas est sociologue et architecte. Il a travaillé pendant 5 ans comme chercheur à l'ULB, au CRU, au Centre de recherche urbaine, avant de rejoindre le cabinet du secrétaire d'État au logement et de participer à la fondation du CNTB. Il y a travaillé jusqu'en 2018. En 2019, il rejoint la VUB et 2 de ses centres de recherche, Cosmopolis et Belgian Aging Studies, comme Anne-Sophie. Samen kijken ze terug op 3 jaar actieonderzoek gericht op het Calico-project. Anne-Sophie, Thomas, aan jullie het woord voor maximaal 45 minuten. Ja, klopt het? Ja, prima. Goedemorgen allemaal. Ik zal het in het Nederlands doen en Thomas zal mij afwisselen in het Frans. Ben ik duidelijk in de micro voor de vertaling? Ja, oké, super. Ja, zoals je kan zien, enkele technische problemen, dus graag volgen via de slides die jullie in hand hebben gekregen. We beginnen bij de eerste slide. Zoals u kan zien, er staan een aantal namen. Niet alleen Thomas en ik waren betrokken bij het onderzoek, maar ook onze collega's van die 2 genoemde onderzoeksgroepen waren hierbij betrokken. En daarnaast hebben wij ook medewerkingen van thesisstudenten, ook studenten van buiten de VUB, namelijk studenten van Pierre Lanois van de ULB die ook meegewerkt hebben. Dus het was een gedragen project en daar zijn we heel blij om. We gaan naar de volgende slide. Ik zal meteen starten met het toelichten van de onderzoeksaanpak. Wat hebben we juist gedaan? Hoe hebben we dit gedaan? Waaruit bestond onze datacollectie? En vervolgens gaat mijn collega Thomas, die ook voltijds op het project aangesteld was en daar ook tevens een doctoraat over schrijft, jullie meenemen naar de onderzoeksresultaten, waar ik nog even tussenin kom fietsen wat betreft het onderdeel rond care. We gaan naar de volgende slide. Gezien we slechts 45, wel 30 minuten eigenlijk, met nog een beetje ruimte voor vragen hebben gekregen, gaan we vandaag niet alles kunnen toelichten. Het is een groot onderzoek, een groot project, een ingewikkeld project ook. Dat hebben jullie hier net wel al gemerkt uit de toelichting. Dus we gaan slechts enkele delen daaruit kunnen toelichten. Maar zijn jullie nadien benieuwd naar meer resultaten, dan hebben we eigenlijk de hele projectevaluatie gedocumenteerd aan de hand van 4 rapporten. 2 van die rapporten zijn reeds gepubliceerd en beschikbaar, die zijn in het Engels. Waarbij in 2019 we een literatuurstudie hebben gedaan om eigenlijk de probleemstelling rond wonen en zorg in Brussel te schetsen. En toen hebben we eigenlijk ook de projectcoördinatoren gevraagd naar hun motivaties, hun verwachtingen van het project. En hebben we de verdere onderzoeksaanpak in detail beschreven. Dan in 2020 was de eerste tussentijdse evaluatie. De mensen, de toekomstige bewoners van toen, hebben we een vragenlijst laten afnemen, hebben we individueel ook bevraagd. En daarbij zijn ook die buurtbewoners, 38 buurtbewoners, bevraagd via interviews over hoe dat zij kijken naar dit project en naar dit of dergelijke projecten in hun buurt. En nu zijn we voorlopig ons laatste, de eindevaluatie aan het afwerken. De laatste focusgroep was gisteren nog bij Passage met de groep Mourance. Dus we zijn eigenlijk vandaag, presenteren we dit een deel van de resultaten, maar het is zeker nog niet het finale. We gaan naar de volgende slide, Research Approach.
Onze onderzoeksaanpak binnen Calico, en Yves zei net, vertrokken vanuit actieonderzoek, community-based participatief actieonderzoek. En daarbij zijn 3 sleutelwoorden eigenlijk belangrijk. 1, community, de gemeenschap. Zeker gezien de gelaagdheid van het project, was het voor ons belangrijk om die verschillende stemmen, de voices van die verschillende direct, maar ook indirect personen te betrekken bij het onderzoek. Daarom dat we ook de buurt zijn gaan bevragen. Daarbij dat we nu ook de vrijwilligers die aan de slag gaan binnen Passage bevragen. Dus daarnaast ook regionale, Europese beleidsmakers en experten. Dus we zijn breed gegaan in onze bevraging. Participatief. Waarom participatief? Wel, we wouden niet enkel mensen louter bevragen, maar als onderzoeker, en zeker Thomas die er voltijds op het project zat, hebben we ook actief deelgenomen aan de meetings, het leveren van input, het stellen van kritische vragen. Thomas heeft mee de groep van governance, ik heb actief mee de groep van care begeleid, samen met Eva Beeksel. En dan natuurlijk actie, het derde sleutelwoord. Het willen met het onderzoek niet louter blijven tot een beschrijving, maar we hopen dat we met onderzoek ook mee acties kunnen opzetten, eigenlijk actie op kunnen ondernemen. Binnen het onderzoek zijn er 2 vormen van evaluatie gebeurd, evaluatie toegepast. Enerzijds een uitkomst-impact-evaluatie, dat richt zich echt op die resultaten. Wat heeft het project nu gerealiseerd? Wat zijn nu de uitkomsten? We zouden dat binnen Europa ook kunnen omschrijven als hard indicators. Echt letterlijk van, is mensen hun huisvestingssituatie weer betaalbaarder geworden? Is de kwaliteit verbeterd? Zijn er zorgnetwerken uitgebouwd? En in welke mate nemen bewoners nu deel aan de verschillende vergaderingen aan het governance systeem binnen Calico. Daarnaast zijn we ook naar procesevaluatie gaan kijken. Dat is eigenlijk, hoe zijn we nu tot die uitkomsten gekomen? Wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Bijvoorbeeld, naast of men deelneemt of niet, hoe ervaart men als bewoner op die deelname? Dus die 2 vormen van evaluatie van het project. En dan gaan we naar de volgende slide, onze data collection. Om antwoorden te formuleren natuurlijk op die proces- en outcome-evaluatie hebben we data nodig. En de tabel dat jullie zien geeft eigenlijk een overzicht van het onderzoeksmateriaal dat verzameld werd doorheen de 3 jaar. Zowel kwantitatieve data, hard indicators, als kwalitatieve data, de soft indicators. Omdat we de verhalen van mensen ook heel belangrijk vinden en de ervaringen om mee in die evaluatie te nemen. Wat betreft die kwantitatieve data, 2 reeksen van vragenlijsten bij de bewoners. En als jullie vandaag tabellen zien in de presentatie van Thomas, dan komen die onder andere uit die vragenlijsten, maar ook bijvoorbeeld uit het beroep dat we gedaan hebben van administratieve data uit het project. Of we hebben ook gebruik gemaakt van reeds bestaande datasets, want die zijn er. Bijvoorbeeld wijkmonitoring, cijfers van BISA enzovoort. Wat betreft kwalitatieve data, de groepsinterviews met de partners in het begin en op het einde van het project, individuele interviews met die bewoners in 2020 en recentelijk in september opnieuw. En daarom ook dat we nu momenteel nog die data aan het analyseren zijn, het rapport aan het afwerken zijn. We wouden de ervaringen rond de verhuis ook zeker meenemen. De meeste bewoners zijn verhuisd eind augustus en september. Daarom dat we ook tot op het laatste moment eigenlijk die dataverzameling zijn bezig geweest. Voilà, en nu geef ik graag het woord aan Thomas. Bonjour. Bon, je regrette fort qu'on n'ait pas la possibilité de présenter parce que pour la première fois j'ai fait un PowerPoint où étape par étape la slide apparaît pour bien vous aider à suivre le raisonnement. Donc ça c'est loupé. Je vais commencer par présenter donc, les résultats du projet, en commençant d'abord par une espèce de profilage un petit peu des habitants et à leur niveau, quel est leur niveau de satisfaction sur l'enjeu du logement et du projet. Puis je viendrai plus spécifiquement sur les enjeux de gouvernance, vraiment comment le montage du projet s'est établi, et puis il y aura une phase de recommandation. Après, un point aussi sur la dynamique du CAIR que Anne-Sophie vous présentera. Donc là, je suis sur la slide Profile de Residence, la première. Il faut savoir que le projet a fixé dès le départ des quotas 2/3 de logements à revenus sociaux et un projet intergénérationnel, ce qui veut dire au final la moitié des habitants au moins doivent avoir plus de 50 ans. Alors qu'est-ce qu'on constate si vous regardez le tableau?
c'est que cette intergénérationnalité elle est parfaitement répartie sur les 3 clusters, Passage, Engeladi et CLTB, qui ont tous exactement la moitié des personnes au-dessus de 50 ans et en dessous de 50 ans. Pour ce qui est des revenus sociaux, il est intéressant d'indiquer qu'au niveau du cluster d'Engeladi et du CLTB, 100% en fait du public visé est dans les conditions sociales d'accès à un logement social, mais c'est aussi le cas pour 3 des 10 unités dans le projet Passage. Je passe à la slide suivante. La balance des genres selon le type de ménage. Là, vous voyez, bon, d'abord, il y a 31 femmes adultes et 7 hommes adultes, 6 en couple, 1 homme en famille monoparentale, et pour le reste, ce sont 12 femmes seules ou 13 femmes seules en famille monoparentale. Au niveau des enfants, il y en a, vous voyez, 34 et à 38 adultes. Là, la balance est plus équilibrée, il y a 16 hommes et 18 femmes. Du point de vue de la multiculturalité, là ça n'a pas fait l'objet d'un quota ou d'un critère a priori, mais il y avait cette attention et on constate que 19 personnes sont nées en Belgique pour 19 personnes nées à l'étranger, dont 7 dans les pays européens et 12 dans les pays extra-européens. Donc on voit que là aussi c'est vraiment moitié-moitié, quand même ça n'a pas fait l'objet donc de quotas particuliers. Ensuite, 2 critères, 2 indicateurs centraux dans l'analyse de la qualité du logement, c'est ce qu'on appelle le taux d'effort. Est-ce que les gens qui habitent là consacrent plus ou moins que 40% de leurs revenus dans le loyer et ou le crédit hypothécaire et les charges, ou pas? Et on constate d'abord que par rapport à la situation dans le logement précédent, vous voyez le petit cercle, c'est 7, aujourd'hui c'est 14, donc il y a beaucoup plus de personnes pour qui le projet est abordable, mais il faut quand même noter que pour 16 personnes, ou presque la moitié du projet, il reste quand même encore avec un taux d'effort au-delà de 40%. Et en fait, si on regarde les raisons, c'est que simplement les ménages les plus pauvres continueront à consacrer autour de 40%, mais plus que ce seuil qui était défini comme standard. Le deuxième tableau, overcrowd, ça c'est le taux de surpopulation possible dans un logement. Je ne vous ai pas expliqué comment on le calcule, mais on constate que là aussi il y a clairement une amélioration. 23 personnes ne seront plus, 23 ménages ne seront plus dans les conditions de surpeuplement, mais il reste quand même encore 5 ménages qui le seront, et c'est principalement évidemment les familles nombreuses qui malgré tout seront encore de ce point de vue-là définies comme en surpopulation. La slide suivante, ça c'est le niveau de satisfaction du logement. Le premier tableau, il indique, c'est la réponse à la question, est-ce que mon logement améliore ma situation, dans Calico, améliore ma situation financière? Vous voyez d'abord que 17 personnes considèrent que c'est le cas, ce qui est une majorité, mais on peut aussi noter qu'au niveau de Passage, 4 ont dit pas d'accord et 5 ont dit ça ne va pas vraiment changer la donne. Ce qui veut dire que ça souligne que les habitants du projet Passage, qui sont aussi des habitants qui en général ont eu avec une situation de logement plus confortable précédemment, viennent dans le projet avant tout pour les caractéristiques innovantes du projet, plus que véritablement pour la recherche d'un logement de meilleure qualité. C'est ce que le petit témoignage souligne aussi. Et de l'autre côté, par rapport à la qualité du logement, sans parler de la qualité, rapport qualité-prix, là on constate que personne n'est insatisfait du logement. 27 sur 33 personnes déclarent malgré tout être satisfaites de la qualité du logement qui sera offerte. Enfin, dernier slide sur la présentation un peu profil du projet. On constate que dans les raisons de quitter leur précédent logement, la majorité, plus de 25, disent c'est parce qu'on était en recherche d'un logement de meilleure qualité, que ce soit en termes de confort, de taille. Mais on constate aussi que plus de 20 disent on était à la recherche de nouvelles formes de cohabitation. Donc ça, je pense que c'est important de le prendre en compte, parce que ça va bien au-delà du cluster Passage, ou même, je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui est réparti dans tout le projet. Et quand on fait référence alors à qu'est-ce qui est important dans les différents critères qui composent le projet Calico pour les gens, eh bien, le tout premier critère qui ressort à 100%, c'est l'intergénérationnalité. Tout le monde trouve ça important ou très important. Le caractère solidaire et la présence d'espaces partagés. Viennent ensuite le côté
d'un logement stable et d'un logement abordable. Puis sont plus, quelque part, discutés le caractère féministe et la présence de maisons de naissance et de maisons de mourants, ce qui montre que cette dimension plus innovante du projet reste encore à intégrer quelque part dans la diffusion du projet. Maintenant, je vais vous présenter les slides sur la gouvernance. C'est là où vraiment mes petites animations ont été très utiles, parce que je voudrais être sûr de partager avec vous l'innovation que contient le projet en matière de développement immobilier, de montage immobilier, quoi. Et donc, je vais essayer de décrire la slide Calico Housing Units Following the Tenure Style. Donc, c'est les unités de logement de Calico selon le mode d'accès au logement qui est pris en compte. Donc, le système fonctionne de la manière suivante. D'abord, la fondation Community Land Trust possède l'entièreté du sol, le démembre, et selon les clusters, va vendre la propriété de la brique pour le cluster passage, la coopérative Village, pour le cluster Angeladi, à la coopérative Fairground. Pour les logements locatifs dans le cluster CLT, en fait, c'est malgré tout encore la fondation CLT qui reste propriétaire et qui met en location. Et enfin, 8 ménages accéderont à la propriété directement selon, on va dire, les modalités traditionnelles du Community Land Trust de Bruxelles. Alors vous voyez en rouge logement pour tous, la IS. Pour toutes les unités locatives à caractère social, un mandat de gestion est donné alors à l'agence immobilière sociale pour qu'elle gère la mise à disposition de logements à caractère social et délègue en partie l'attribution ensuite aux associations. Et donc vous voyez que dans ce montage-là, la gestion des logements locatifs passe par l'agence immobilière sociale, sauf pour une partie des logements de la coopérative Passage, qui sont directement liés à une prise en gestion par la coopérative elle-même, qui est une coopérative d'habitants. Bon, ça vous montre qu'en termes de copropriété, quand il y a des réunions de copropriété, il y en a au moins des représentants de la coopérative Village, de la coopérative Fairground, du CLT pour les unités locatives, et encore des 8 propriétaires. Et ça, c'est une dimension de la copropriété, puisque certaines réunions de copropriété auront lieu avec les autres unités développées par Belgian Land sur certains aspects. C'est juste pour vous montrer un petit peu la complexité de ce montage dans la gestion de la copropriété. La slide suivante vous indique ce qu'on appelle les allocation procedures. En fait, c'est les critères d'attribution des logements. En général, dans le logement social, il y a une liste unifiée, plus ou moins 50 000 personnes qui sont quelque part... Ménage, et selon un ordre de chronologie et de points acquis, les attributions se font dans cet ordre-là. Ici, ce qui est intéressant de constater, c'est que en tout cas, je vous présente ici les attributions dans le cluster de Angeladi et de Passage. En particulier, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une délégation de ces attributions aux associations de base que sont justement Passage et Angeladi. Et il y a des nouveaux critères de sélection et de nouvelles procédures qui vont être mises en œuvre. Dans le cadre d'Angeladi, eh bien, les logements sont attribués à des femmes qui sont chefs de ménage. Il y a un engagement à signer une charte qui représente les valeurs, disons, féministes de prise en compte du genre pour rentrer dans le logement. Et donc c'est une forme d'attribution sous forme de discrimination positive. Et en termes de procédure, il y a une comité de sélection et de décision. Ce comité de sélection, ce sont les futurs habitants qui choisissent leurs futurs voisins. Donc voilà, ça vous donne une idée d'une philosophie d'attribution nouvelle. Et pour Passage, eh bien, il y a là aussi un comité de sélection et de support qui est développé avec une rencontre des futurs habitants. Et lui, il est composé de genres de passage, mais qui ne sont pas des futurs résidents. Et là, l'engagement est de s'impliquer activement, comme volontaire ou comme bénévole, dans le fonctionnement de la maison de naissance et de mourance. Donc là, on a des critères d'attribution à des logements qui se baseraient sur plutôt, en l'occurrence, un engagement sociétal. Donc voilà. Les slides suivantes qui sont... C'est un effet... normalement, je vais vous présenter 3 tableaux, peu importe. Ça reprend en fait ce qu'on j'appelle les réunions pour gérer au niveau de chaque cluster l'accès au logement. Donc ce sont toutes les réunions réalisées par CLTB, par Angeladi et par Passage
pour développer l'accès au logement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de réunions. J'aurais voulu vous montrer que ça a été fort impacté par le Covid, sur la capacité d'avoir des réunions régulières avec les habitants, et avec l'exception notable de Passage qui avait en charge de créer carrément une coopérative, le financement complet de cet achat, et qui s'est réuni plus de 70 fois sur la durée du projet, et ce malgré le Covid. Le slide suivant, que là aussi je vous aurais appris à découvrir step by step, reprend en fait vraiment la gouvernance un peu globale du projet. Vous voyez des petites lignes rouges qui montrent que sur la gauche, on est dans des réunions qui impliquent tous les partenaires, et sur la droite, ce sont toutes les réunions qui impliquent aussi des habitants. Dans celles qui s'organisent de manière formelle au niveau vraiment du processus du projet UIA, on a le comité de management qui fait le lien justement avec les contraintes budgétaires et contractuelles de UIA. Il y a un comité de communication pour toute la communication extérieure où tous les partenaires étaient représentés aussi. Il y avait un comité stratégique où les 3 principaux partenaires ont chacun à leur tour développé une proposition de comité qui s'ouvre à un public extérieur. Il y a évidemment chaque 2 semaines des réunions en chargés de projet qui ont structuré vraiment la coordination plus générale des partenaires. Vous voyez au-dessus, au milieu, All Clusters Meeting on Access to Housing, c'est celle que je vous ai présentée avant. Ce sont toutes les réunions pour permettre concrètement l'accès et la formation des copropriétés. Et puis, comme maintenant les avait présentés, il y a encore le comité de gouvernance et le comité CARE, qui c'est un peu basé notamment sur des principes de sociocratie. 2 représentants de chaque cluster, chaque 2 habitants de chaque cluster s'y retrouvent représentés et ont progressivement mis en œuvre un processus où une assemblée des habitants va décider de l'ensemble des décisions qui sont prises au niveau de la cohabitation, du vivre ensemble, et structurée autour de groupes de travail. Du point de vue de la slide suivante, la participation des résidents, là on a fait un relevé du taux de participation des habitants aux différentes réunions où ils sont appliqués. Donc vous voyez les cluster meetings, donc ça c'est celles de l'accompagnement vers l'accès au logement, puis les assemblées générales d'habitants, et puis les 2 comités gouvernance et CARE. On voit que le taux de participation est quand même élevé malgré les difficultés Covid, etc. Avec peut-être un point d'attention que dans le groupe CARE, le groupe Passage est particulièrement présent, avec 92% de taux de participation. Et dans les assemblées générales, il y a eu plus de petites difficultés au niveau de Angeladi dans le taux de représentation. Mais enfin, le taux global de participation des différents clusters est vraiment assez élevé et satisfaisant. Et le tableau d'après indique les satisfactions par rapport à la participation. Et je les ai mis dans l'ordre d'importance. D'abord, 97% des habitants déclarent que habiter dans un projet collectif avec cette dimension solidaire, ils considèrent que ça va améliorer leur qualité de vie. C'est quand même important de le souligner. Ils sont à 94% satisfaits de la participation dans le projet. 94% considèrent que leurs vues ont été prises en compte dans la conception du projet. Ça, c'est 87, pardon. 93 disent avoir une bonne chance de découvrir déjà leurs futurs amis, leurs futurs voisins. Et par contre, 63 seulement déclarent avoir activement participé au montage du projet. Et 45 disent avoir déjà rencontré le voisinage du quartier, parce que forcément il y a eu une difficulté là d'organiser des réunions en ce sens-là. Est-ce qu'Anne-Sophie, tu veux refaire la partie sur le cœur? Ik kan de vertaler ook even ademhalen. Dus naast het voorzien, het realiseren van betaalbare kwaliteitsvolle woning en het ontwikkelen van een nieuw systeem rond die governance, wou Calico ook echt werken aan een zorgzame omgeving. Een zorgzame omgeving binnen het project zelf, maar ook ruimer. En eigenlijk het woonproject overstijgen en kijken naar wat zo'n project kan hebben als meerwaarde voor een buurt. En daarbij zijn 3 belangrijke uitkomsten die ik wil aanhalen als we dan kijken naar die outcome-evaluatie. Gewoon in aantal, ja, wat is er gerealiseerd, wat zijn de resultaten? Het zijn er meer dan die alleen, maar 3 belangrijke realisaties. Dat is 1, de oprichting
van het care-comité. Dat is daar net ook al even aangehaald. Ook Marion heeft in de getuigenis daar even over gesproken, want zij maakt daar ook deel van uit. Het care-comité was met Eva Beeksel als facilitator, maar wel met hoofdactoren de toekomstige bewoners. De bewoners, ook afkomstig uit die 3 clusters, elk had een aantal afgevaardigden, minstens 2 per cluster die deelnam aan ons care-comité. We hebben 13 meetings, online en offline, gelukkig zijn we ook in het echt mogen samenkomen, gerealiseerd. We zijn 13 keer samengekomen en om het te zeggen met de woorden van een van de deelnemers, het was een beetje een laboratorium. Een plek waar we elkaar eens konden leren kennen, uit elkaars ervaringen konden leren, maar waar dat ook, we hebben mensen uitgenodigd om te komen spreken, bijvoorbeeld Réseau e-Habitat, om te kijken van ja, wat kunnen we daar mee leren, wat nemen we mee naar de toekomst voor ons eigen project. En eigenlijk een laboratorium waar we dus het voorbereidende werk konden doen voor het project. En een van die outputs dan, een van die echt concrete uitkomsten, is het charter. Het charter rond care dat ontwikkeld werd door het comité en dat ook door de toekomstige bewoners zal gelezen worden en meegenomen worden. Een tweede belangrijke uitkomst is de ontwikkeling van birth en end-of-life voorziening, maison de mourance en naissance. Het klinkt veel beter in het Engels en in het Frans dan in het Nederlands. Daarom dat ik ook zelf die terminologie nog zo gebruik. Dat ontwikkeld werd door Passage. Het werd reeds gezegd een innovatief initiatief dat niet alleen geleid wordt, niet alleen plaatsvindt in de buurt, in de gemeenschap, maar ook georganiseerd, geleid door de gemeenschap. En dat wil zeggen dat het niet alleen de professionele zorgverleners zijn die daarbij betrokken zijn, maar ook vrijwilligers, bewoners van Calico zelf, dat er een heel belangrijke rol gaan bijspelen. Niet alleen in het vormgeven, maar ook hoe het nadien uiteindelijk ontwikkeld zal worden. Deze 2 initiatieven die moeten nog echt van start gaan. En we zullen daar in het komende jaar ook zeker de verdere aandacht aan schenken met hoe dat dan nu uiteindelijk verloopt. Een belangrijke visie bij Maison de Mourance en Naissance is net om belangrijke gebeurtenissen in het leven, het begin van ons leven, het einde van ons leven, uit die medische context te halen en terug een plek te geven in onze samenleving met die aandacht voor de nabijheid van anderen. Waar er soms niet altijd voldoende tijd voor is in die medische setting. En tot slot de laatste uitkomst is de gerealiseerde structurele samenwerking met verschillende andere zorgverleners binnen het project. Zo zal Diogène in samenwerking met CPAS, OCMW van Vors, de Hagen First Units verder begeleiden. En Réseau zal een lieu de lien inrichten in de gemeenschappelijke ruimte van het Calico-project en dat al zeker gedurende het eerste jaar. Dus Calico, het hele zorgaspect, gaat ruimer dan enkel het project, want ook andere mensen uit de buurt zullen zeer welkom zijn om hieraan deel te nemen. Dat was dan wat betreft uitkomstevaluatie. En dan in de volgende slide, needs, wishes and visions concerning community care. En de volgende slide gaan we eens kijken naar, maar wat zeggen nu de partners, de bewoners, de buurtbewoners, over die community care, over die zorg. Dus we gebruiken nog binnen het project vaak het woord care, net omdat zorg vaak vanuit professionele zorg bekeken wordt. En care lijkt ruimer, geeft een ruimer idee. En dat is dan direct ook het eerste punt. Zorg of care binnen Calico gaat verder dan louter die medische interpretatie. Wanneer we kijken naar gezondheidsnoden van mensen, dan kijken we niet alleen binnen Calico dan naar fysieke noden, maar ook rekening houden met psychische, mentale, sociale noden van mensen en aandacht daarbij voor de verschillende levensfasen waar mensen zich in bevinden. Belangrijk volgens de stakeholders, zal ik hen noemen, de ganse groep, is om te investeren in het verbinding maken tussen enerzijds de bewoners, maar anderzijds ook met de buurt. En ik denk, Marion gaf daar net ook het voorbeeld tijdens het gesprek, dat begint eigenlijk bij hele kleine gestes. Goeiedag zeggen aan elkaar op straat, knikken naar elkaar.
Aandachtig zijn voor wie onder jou woont, boven jou woont en naast het project woont. Zien wat je kan betekenen voor elkaar, zonder altijd meteen een vast engagement aan te gaan. Maar gewoon het goede nabuurschap eigenlijk uitoefenen. En eigenlijk kwam daar meteen ook wel die kritische noot en terecht ook wat er net in de zaal door de coördinatrice van Biloba werd gezegd. Hoe gaat dat nu allemaal vorm krijgen wanneer het project of de funding stopt en wanneer we misschien ook die traject, onze Andor en zo niet meer hebben. Hoe gaat die zorg, hoe gaan we dat kunnen uitoefenen? Hoe gaat dat vorm krijgen tussen die bewoners, enerzijds, maar ook met de buurt? En dus een blijvende investering daarin, of hoe dat ook verder vorm gaat krijgen, zal dus heel belangrijk zijn. Want het is zoals ook in de quote te lezen is, mensen gaan pas zien hoe dat het in werking gaat wanneer men daar woont. En dat is heel spannend om te zien binnen dit en 6 maanden, binnen een jaar, wat er dan heeft plaatsgevonden. En dan gaan we voor mij naar de laatste slide nog over die visies rond community care. Belangrijk voor de stakeholders is om ook te kijken naar wat er al bestaat in de buurt. Hè. Dat hebben we zeker ook proberen te doen binnen community care. Gesprekken aan te gaan met andere partners uit de buurt, uit Fors en ruimer uit Brussel, om een netwerk uit te bouwen. Want we moeten het warm water niet altijd opnieuw uitvinden. Dat werd dus zeker al gedaan en het zal ook nodig zijn om in de toekomst daar verder om te werken om een duurzaam zorgnetwerk uit te bouwen. En tot slot, en dat heeft Laura Colini ook in haar presentatie, haar lezing hier net gezegd, Calico zal zeker niet de allesomvattende oplossing bevatten, maar om het met de woorden van een van de respondenten te zeggen, het kan een leveler zijn, een opstap, een stimulans, een factor, hoe dat je het ook benoemt, voor het creëren van een zorgzame buurt. Het zal daar niet bij eindigen, het zal niet het enige zijn, maar het is wel een eerste stap. Het kan luisteren naar noden en behoeften van mensen uit de buurt en organisaties uit de buurt, verbinding creëren, activiteiten organiseren om daar tegemoet aan te komen en partnerschappen aangaan. En ik denk de laatste quote van die slide vat het ook wel wat samen. Toegang tot verschillende soorten zorg, het kan creatiever, het kan leuker, het kan beter, maar het gaat ook om prioriteit te geven aan mensen, aan de manier hoe we met elkaar omgaan, wat we voor elkaar doen, maar ook de kwaliteit van wat we doen. En bijvoorbeeld bezorgd zijn om je buurman of de persoon die onder jou woont, dat is ook zorg dragen. Bezorgd zijn voor elkaar. Merci. Donc, je vous emmène dans la dernière partie, les recommandations et conclusions. La première slide, c'est de nouveau un petit schéma que je vous aurais... c'est un schéma simplifié qui, en gros, dit qu'il s'agit de reproduire le projet Calico en termes de montage immobilier, de quoi est-ce qu'on parle. Et là, vous voyez donc resynthétiser le montage que je vous ai présenté, plus complexe, dans son caractère le plus innovant, c'est-à-dire un système où je vous propose de regarder le schéma de bas en haut. Donc d'abord, Community Land Trust ou éventuellement un terrain public qui serait mis à disposition, donc avec un système de subvention OCT ou éventuellement une mise à disposition de terrain public. Et c'est à ce niveau-là, dans le bail emphytéotique, que les clauses antispéculatives notamment seront fixées pour le propriétaire de l'abri. Deuxième niveau, les coopératives ou éventuellement d'autres associations qui se réuniraient, qui fonctionneraient comme investisseurs patrimoniaux. L'intérêt à ce niveau-là, c'est d'assurer une forme de gouvernance démocratique, collective sur un ensemble d'immeubles, de reposer sur des fonds privés et citoyens éthiques et d'assurer une nouvelle levée de fonds privés pour soutenir des projets durablement socialisés. Ça pourrait fonctionner tant en achat clé sur porte, comme c'est le cas de Calico, que éventuellement à travers des développements de marché de construction et d'architecture qui pourraient être initiés par ces coopératives. Et elles peuvent être, comme on l'a vu, soit des coopératives de résidents, comme c'est le cas de la coopérative Village, qui véritablement implique et est gérée par les habitants du groupe Passage, ou éventuellement par des coopératives plutôt d'investissement, qui, comme Fairground, s'est créé autour du projet avec un ensemble de partenaires associatifs de la région qui visent tous à offrir un accès à des logements à un public particulier, qui soit sans-abri, de personnes ayant subi des violences, de personnes sorties de prison, des jeunes non accompagnés, etc., etc.
Et comme on le voit dans le montage, ensuite, il y a, pour pouvoir socialiser les unités sociales, eh bien, recours à un mandat à une agence immobilière sociale pour la gestion du logement à caractère social, mais aussi un partenariat avec des associations locales. Dans ce cas-ci, c'était donc Passage et Engeladi, qui sont donc en charge de l'attribution des logements pour des publics spécifiques, qui accompagnent les habitants dans le montage de leur dynamique collective et qui éventuellement gèrent aussi des services annexes intégrés au projet. Donc ça, c'est ce que je considère être vraiment la base du montage à reproduire. Du coup, qu'est-ce qu'il s'agirait, pour résumer, de soutenir? Un projet mené, en anglais on parle de community-led housing, en français le mot de communauté n'est pas très à la mode, mais en gros c'est soutenu par un secteur associatif, on pourrait presque dire, et par une dynamique habitante, un projet qui soit anti-spéculatif et fonctionnellement et socialement mixte. Je crois qu'il y a des objectifs, parce que le projet a permis la création de 2 coopératives de logement. Il faut savoir que sur la scène bruxelloise, beaucoup d'initiateurs de projets tentent de créer des coopératives, mais ont des difficultés à les mettre en œuvre pour atteindre des objectifs sociaux sans avoir un soutien financier de la région. Ici, l'idée c'est que ce soutien aux community land trusts ou la mise à disposition d'un terrain public permet de booster le développement de nouvelles coopératives de logement, avec comme objectif une socialisation permanente des logements qui sont détenus et offrir un encadrement de la relation AIS-promoteur qui est virtueux d'une certaine manière. Ça permet le développement de nouveaux outils de financement privés fondés sur le principe de solidarité et d'éthique et qui sortent un peu des logiques de financement traditionnel du marché privé et offre un mode démocratique et collectif de ces logements. Et donc, de nouveau, on peut les soutenir soit à travers des coopératives plutôt autonomes de résidents, tout comme en soutenant des projets associatifs, de coopératives associatives. Un des objectifs est aussi évidemment de se contribuer à une forme de politique de gestion foncière sociale au niveau de la région, anti-spéculative, dans un contexte où il y a évidemment une certaine concurrence de fait entre les différents acteurs publics de développement de logement. Donc ça pose la question de la place qu'on veut leur donner. À ce titre, dans le futur rapport, une analyse notamment réalisée, une analyse réalisée par Perspective Bruxelles sera fournie en focalisant particulièrement sur cet enjeu de la disponibilité foncière qui est cruciale dans notre région. Et il s'agit évidemment aussi d'intégrer des stratégies de santé communautaire, de gender mainstreaming et aussi d'affectation d'autres types de services dans les projets d'habitat à l'avenir. Alors, on peut se poser la question, oui, mais est-ce que la réplication doit passer par la même coordination aussi intense entre aussi nombreux acteurs? La première chose, c'est qu'une partie de l'innovation était de justement trouver des formes et des procédures, ce qui a été quand même un grand acquis du projet et qui pourra servir pour des futurs projets. Il y a la relation le bail amphithéotique entre le CLT, les différentes coopératives, les différents statuts de coopératives, les différentes conventions passées avec les AIS, les différents critères et procédures d'attribution définis par les différents habitats. Donc il y a quand même, malgré tout, des éléments qui rendront, à mon avis, la reproductibilité plus aisée par la suite. Mais comme ça a été indiqué, il y a vraiment un besoin d'étendre l'accompagnement du projet pour encore une période intermédiaire, pour finaliser le transfert d'une gouvernance encore fort basée sur une logique partenariale vers une logique résidente, pour accroître l'autonomie des résidents et leur capacité d'autogestion du projet. Et à ce titre, d'ailleurs, l'étude par la VUB devrait elle aussi pouvoir être poursuivie dans le but de bien regarder justement quels apprentissages on peut tirer sur ce passage crucial d'un soutien massif, disons, aux associateurs dans le cadre d'un montage de projet vers une gestion régulière, disons, d'un tel projet. La question de savoir si c'est trop compliqué, autant d'acteurs, est-ce qu'il faut nécessairement imaginer une reproduction qui implique une diversité d'acteurs associés les uns à côté des autres, CLT, Passage, Engeladi? C'est une question que je laisse
ouverte, mais en tout cas, le principe d'une attribution et d'une collaboration entre AIS, association de terrain, et CLT et coopérative semble de toute façon porteuse. Alors, en termes de recommandations, comment est-ce qu'on pourrait soutenir, donc là je suis sur la slide, Towards a Community-Led Approach on Social Housing Provision. Donc quel type de recommandations pourraient être faites pour soutenir ce genre de projet développé par le secteur, la société civile et le secteur associatif, disons. Il y a d'abord des incitants financiers et fiscaux. Je l'ai évoqué en donnant une subvention à des community land trusts pour acquérir le terrain et permettre ce montage, ou éventuellement une mise à disposition de terrain public, en n'oubliant pas le financement d'espaces communautaires, qui soient à l'usage des habitants ou d'interaction avec les dynamiques extérieures et du quartier. Ça suppose, si on veut financer d'autres fonctions que le logement, comme les maisons de naissance et de mourance, de prévoir une manière de coordonner des investissements publics qui soient de différents secteurs. Donc là, ça suppose de définir des modalités de cofinancement dans la temporalité d'un projet immobilier. Une piste, c'est aussi d'avoir le soutien, l'accompagnement du soutien au-delà de la stricte période de montage du projet aux acteurs de terrain qui font l'accompagnement. C'est aussi enlever les obstacles financiers au niveau des banques pour pouvoir financer les coopératives et lever cet argent. Ce serait intéressant de veiller à ce qu'à l'avenir, par exemple le Fonds du logement puisse offrir des emprunts pour des parts coopératives. Enfin, réduire la TVA à 6% ou les droits d'enregistrement lors d'accès à des immeubles. Ça, c'est une dimension plus fiscale. En termes de gouvernance, c'est encourager la création de coopératives de logements à finalité sociale et antispéculative. Encourager des nouvelles stratégies d'attribution des logements que j'ai évoquées, et encourager des partenariats avec le quartier dans le cadre de stratégies communautaires et de services à mettre à disposition. Sur le plan de l'urbanisme, on pourrait réfléchir à adapter le RRU et aussi les standards dans les marchés publics et dans les critères de développement de la promotion immobilière privée pour faire place aux spécificités, aux besoins spécifiques de projets d'habitat groupé, disons, en termes d'espace partagé, de modularité et aussi de mobilité plus douce par rapport à l'enjeu des parkings. Pour terminer, juste recadrer le fait que sur la temporalité du projet, il y a quand même déjà eu un certain nombre de signaux de prise en compte du caractère innovant par les pouvoirs publics, notamment au niveau de la région. Il y a eu toute une série de prix qui ont été obtenus par les porteurs de projets. Il y a eu d'autres financements de subventions qui ont été obtenus conjointement pour accompagner dans certains aspects le projet. Et a priori, il y aurait quand même une possibilité de poursuivre le financement du projet pour une année supplémentaire. C'est quand même déjà un bon signal. Il y a également le financement par la région de l'SBL SOHONET qui rassemble des acteurs privés, associatifs et publics autour de recherches innovantes de logement et qui a vu donc son projet de Housing Deal être soutenu pour justement réfléchir à la réplicabilité d'un projet comme celui de Calico et de déjà réunir un consortium d'acteurs pour réfléchir à une possible opération pilote future. Donc là, c'est un engagement direct à poursuivre dans l'opérationnel et la réflexion. Notons aussi que dans le comité scientifique du logement, il y a plusieurs références explicites au projet Calico qui sont réalisées et aux différents éléments qui composent son montage. Et c'est aussi vrai dans le plan d'urgence du logement de la secrétaire d'État qui a été approuvé au début de l'année et qui met en avant l'importance du démembrement en sol bâti, met en avant l'importance de trouver des formes coopératives et associatives pour encadrer le développement des AIS et des promoteurs privés. Voilà. Et au niveau européen, simplement de dire que le CLT est vraiment dans un niveau de reconnaissance tout à fait particulier, que dans le cadre du réseau européen des CLT, notamment Berlin a rejoint la dynamique et eux-mêmes ont des réflexions qui passent aussi par une relation avec les coopératives. Et donc là, peut-être une des pistes serait de progressivement parvenir à toucher les fonds structurels existants au niveau européen. Voilà, je vous remercie pour votre attention.